Bien. J'ai une première question, à vrai dire, toute simple pour Amos. Pourquoi deux personnes pour parler de l'habitat nomade? Moi, je trouvais que sur l'habitat nomade, que c'est on voie d'extinction, il fallait à la fois prendre un anthropologue bédouin qui décrit cet tissu assez unique, mais aussi un architecte establishment qui consiste les menaces de c'est-à-dire il faut là, sur ce chapitre, créer le conflit par opposer des perspectives différentes. C'est-à-dire, Moussa Khadjirat décrit effectivement les séries de tentes, les matériaux, les moyens de construction, l'évolution de la société bédouine. Et je crois qu'effectivement, il fait ça très bien. Ben Khorin, c'est un architecte nommé par l'État. Le rôle de l'État, c'est effectivement de concentrer les habitats bédouins, d'approprier les Bédouins en partie de leurs terres. Et comment l'architecture sert effectivement, comme elle fait souvent, par les moyens purement de planning et d'architecture, comme un arme de pouvoir. Alors, je crois que sur ce chapitre, c'était nécessaire. C'est là que la première partie, c'est donc vraiment sur la tente, dans ton idée, parce que on entend que tu reviens toujours à la question des matériaux, de la construction, etc. Alors que dans la deuxième partie, alors là, c'est plus l'organisation urbanistique. Oui, c'est-à-dire comment la société qui juge majoritaire, elle va imposer des termes urbanistiques et architecturaux sur une minorité qui est plus fragile. Qu'est-ce que la procédure que l'architecture va appliquer, c'est-à-dire le planning, les moyens de transport, les spécialistes différents urbanistiques et transports, les infrastructures hygiéniques. Comment tous ces paramètres-là, ils sont effectivement appliqués sur un tissu qui est très fluide. Le bédouin, par définition, c'est une sorte de mode de vie qui objecte les frontières, les parcellisations de la terre. C'est presque une sorte d'étude radicale contre les choses qu'on connaît aussi partout. Mais ton premier interlocuteur est finalement assez fataliste. Parce qu'il te répond, il décrit, etc., mais il dit c'est foutu, quoi. Et quand tu lui demandes comment il vit, comment vit sa famille, etc., il dit qu'ils vivent tout à fait en dehors de la tradition. Oui, mais je crois que c'est un phénomène mondial. Si tu prends les communautés indiennes au Mexique ou d'Amérique latine, c'est-à-dire toutes les sociétés, ou comme j'ai fait mon film Ananas sur les multinationales de fabrication d'ananas dans les îles sud des Philippines, à Mindanao, etc., c'est-à-dire les façons d'homogénéiser la planète. Israël, moi je prends d'Israël parce que j'ai occupé dans cette série d'Israël, mais c'est des phénomènes mondiaux, global, dans laquelle on abandonne toutes les sociétés vernaculaires traditionnelles. Ils sont déjà cassés, dispersés, déplacés au faveur des structures actuelles. C'est-à-dire là, il n'y a plus des choses que moi j'appelle souvent des happy tribes, des tribus heureuses. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Il n'y a aucun enclave sur la planète, nulle part. Peut-être dans les réserves d'Australie ou à côté de Vancouver, mais c'est exotique. Mais il n'y a pas de vraie existence de culture vernaculaire authentique. Et dans quelque façon, on est dans cette phase contemporaine que tout le monde est déplacé. Alors, je prends le cas des Bédouins comme un modèle.
mais déplacés pas strictement à cause des décisions administratives, à cause des guerres, des réfugiés, effectivement des forces économiques qui attirent les gens d'abandonner leur foyer rural. Tout le monde est attiré vers cette métropole, mégapole. Effectivement, toute cette société vernaculaire est abandonnée. Et effectivement, le travail que j'ai fait pendant 30 ans, et pas seulement en Israël, mais Philippines, à Thaïlande, dans des zones assez lointaines d'Israël, m'a montré qu'effectivement, on est en train d'observer des processus extrêmement larges, les choses que j'ai vues récemment en Chine, c'est partout. Qu'en pensez-vous? Je trouve que l'anthropologue, il n'a pas dit c'est foutu. Il a dit on est passé à autre chose. Je trouve que c'est pas tout à fait pareil, parce que je pense que d'une certaine façon, il ouvre sur une autre vision qui n'abandonne pas. Je trouve. J'avais regardé une première fois le film et effectivement, j'avais été un peu frappée par ce mot. C'est impossible. Mais en fait, à la deuxième vision aujourd'hui, j'ai été moins pessimiste en fait qu'à la première lecture, et je trouvais qu'en fait il ouvrait il ouvrait sur autre chose, hein, et pour autant ça amène à réfléchir, de se dire que peut-être le nomadisme tel qu'on l'a vu dans ce dont il parle dans les premiers âges n'est plus le même, mais qu'il faut peut-être quand même se demander comment se dire c'est pas foutu, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que c'est de réfléchir à plus de liberté, à moins s'enfermer en fait dans des systèmes construits qui on peut voir quand même que dans le film, tout à fait au début, quand c'était les Bédouins eux-mêmes qui se sont sédentarisés, ils ont fait des constructions qui reprenaient quand même même si elles étaient stables, fixes, elles reprenaient quand même des formes d'espace qui leur permettaient de continuer à trouver leur mode de vie. Et il y avait encore la question du troupeau. Et puis petit à petit, effectivement, la planification les a ramenés vers du standard où finalement toute possibilité de liberté est finie. Donc moi, ça m'a plutôt fait penser ça m'a plutôt amené à me demander comment on pouvait aujourd'hui retrouver cette idée de l'ouverture, de la légèreté dans la façon dont on pouvait penser l'habitat. Mais le deuxième discours vous paraît aller dans ce sens? Le deuxième discours, c'est vrai qu'il est un peu plus dur à avaler, parce que quelqu'un qui dit peut-être dans 10 ans ou 20 ans on y arrivera, je pense que ça, c'est un discours qu'on ne peut pas avoir en fait. Ça, les choses, on doit imaginer qu'on les réussit rapidement, quoi. Et puis dans 10 ans, 20 ans, peut-être c'est imaginer trop tard, quoi. Donc c'est vrai qu'il est un peu, le deuxième discours est quand même très très dur, quoi. Oui, c'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je dis que je trouve que tout ça, mon travail dans cette série, c'est pas de sur-indoctriner tous les discours, c'est plutôt présenter une palette de perspectives. Moi, j'aime aussi dans le film que je fais comme cinéaste que le public, il a un rôle d'interprète, c'est pas consommation. Alors, comme je dis la dernière fois, pour moi, le meilleur film que moi je vis comme spectateur commence comme la projection se termine. Parce qu'il nous laisse des traces, il nous pose des questions. Et je crois que cette série, même comme elle était diffusée en Israël, elle a laissé beaucoup de traces. Les gens... moi, j'ai envie de balancer des idées. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Il faut qu'il y ait des désaccords. Il faut que le conflit il est exposé. C'est une juxtaposition de positions. Effectivement, comme le bon architecte, il monte des composants, des structures qui deviennent en partie d'esthétique. Alors là, le discours opposé devient en partie des concepts de cette série. Il y a des gens que je ne suis pas d'accord, mais je trouve qu'ils méritent d'exprimer. Ça montre l'état dans lequel on est.
Mais on n'a pas un peu le sentiment qu'il y a un vide entre les deux discours? Enfin, moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose entre les deux discours. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Oui, oui. Qu'en pensez-vous? Non, il y a vraiment, enfin, il y a deux discours très opposés. Le premier discours, il est près de l'homme, il est d'un homme, de son mouvement, de sa vie, de son habit. Pour moi, on est dans l'architecture, effectivement. Le deuxième, c'est de la planification, c'est de l'urbanisme. Et là, c'est pas un homme, c'est une quantité d'hommes qu'il faut gérer, qu'on veut contraindre. Alors après, la vie, elle s'en sort toujours, la vie. C'est-à-dire que même dans les pires contraintes, elle va réussir à réapparaître. Mais quand même, c'est pas très gentil de lui mettre autant de contraintes. Et on voit bien ces deux discours. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des questions à se poser, effectivement, sur ce qu'est l'architecture et ce qu'est l'urbanisme. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on nous met dans des carrés, on nous met dans des parcelles, que ce soit les architectes ou que ce soit les habitants. Et donc, il faudrait reposer la question de l'urbanisme, de la parcellisation et de l'aménagement. Mais la vie, elle existe toujours, parce que on peut parler de la favela, on peut parler du bidonville, même s'il est, dans certains cas, il y a des problèmes considérables dans ces situations, il y a quand même une forme d'improvisation, de vie, de relations humaines. On est dans la précision d'une personne et de son voisin en permanence. Donc la vie, elle réussit toujours à se réadapter. Mais bon, ça serait bien d'essayer de lui éviter les contraintes et les problèmes. Donc il y a plus d'architecture du côté d'une approche anthropologique que du côté d'une approche technocratique, disons, pour aller vite. Mais en même temps, il n'y a pas le discours architectural. C'est pour ça que je dis que quelque chose manque entre les deux. Le premier interlocuteur décrit des matériaux, des techniques constructives, etc. Mais il n'y a pas d'actualisation, puisque de toute façon, il dit au fond, c'est foutu. Non, il y a... Donc évidemment, il ne peut pas... Non, mais si justement il ne pensait pas c'est foutu, il articulerait sur des propositions constructives nouvelles, sur un renouvellement d'une tradition constructive. Non, voilà, il n'est pas architecte. Et justement, c'est ce que je dis. Il manque effectivement entre les deux une espèce de position. De toute façon, tous les chapitres, ils sont à compléter. Et d'ailleurs, c'est le rapport que j'aime. J'aime pas une chose nickel, on a dit tout, goodbye. Non, il faut être impliqué, il faut faire un travail d'interprète, il faut compléter. C'est une sorte de teaser, on peut dire, pour évoquer une série de questions qui méritent d'être élargies. C'est pas pour faire un sommaire définitif, etc. Et je crois qu'effectivement, les dépositions posent une autre question que je trouve intéressante, c'est-à-dire les transformations du Moyen-Orient dans le sens plus large, d'une zone de nomadisme, une zone sans frontières, on peut dire, d'époque ottomane. On voit la même histoire en Europe avec la disparition des empires austro-hongares, c'est-à-dire que toute cette zone, la Pologne, la Hongrie, l'Ukraine, Tchernovitch, etc., était une sorte de zone, une très large zone, on peut dire même, pas de nomadisme, mais de culture commune. Et le Moyen-Orient était le même cas, c'est-à-dire la division du Moyen-Orient d'abord par l'Empire britannique, qui a imposé d'ailleurs des règles d'urbanisme. Et je vais parler des règles d'urbanisme de l'Empire britannique, mais aussi des États-nations très forts, armés, avec des frontières, avec des barbelés et tout ça dans le sens plus large va contre le nomadisme. Dans le sens plus large que cet architecte nommé par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a les dissections des territoires. C'est un phénomène avec des situations assez stables de conflits qui devient pire et pire, la fragmentation devient pire et pire, le clivage pire et pire, etc. Même dans les façons qu'on a vues à Yougoslavie, que dès que une sorte de régime de Tito qui a laissé tout ce fragment sur un chapeau et que Yougoslavie était une partie de l'Empire austro-hongar,
Alors le Moyen-Orient, on est dans l'état actuel de la dissection de ce territoire. Bien sûr que les Bédouins et toute culture nomade, etc., ils sont les victimes de cette procédure. Et deuxième chose, il faut parler un peu de l'Empire britannique, c'est-à-dire l'anglais, ils ont imposé le code d'urbanisme britannique, qui, comme on savait, était très influencé par les révolutions industrielles à Londres, c'est-à-dire le problème de chauffage à Londres par charbon et la pollution, etc. C'est-à-dire, ils ont imposé les règles d'urbanisme britannique, qu'il a dit que si on a un parcelle, il faut décaler 3 mètres de chaque côté, 4 mètres, etc. Et si on prend cette règle britannique, ça produit des cubes avec des terrains vagues autour, mais on a cassé toutes les structures de Casbah, qui était une partie importante de tous les syntaxes du Moyen-Orient. C'est-à-dire maintenant, dans le Moyen-Orient, on ne peut pas construire un building qui va toucher un autre avec un patio intérieur. Il faut construire des buildings qui vont prendre les distances des parcelles. Alors, l'Empire britannique, elle a imposé ces règles qui sont une certaine logique dans une certaine époque de technologie, comme on a chauffé par charbon, qu'il ne faut pas qu'il y ait la pollution, qu'on prend distance, qu'on peut ventiler les tissus urbains, mais ils sont imposés sur tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire, et je crois que ces deux phénomènes, c'est-à-dire la disparition des structures multiethniques comme l'Empire ottoman, l'imposition de règles urbanistiques, d'ailleurs qui sont jusqu'à aujourd'hui, les règles d'Israël, ils sont presque directement dérivés des règles des Britanniques. Alors tout ça, ça a fragmenté les possibilités de... Moi, la chose que j'étais envie de faire avec ce chapitre, c'est de dire effectivement, comme vous avez évoqué, regarde cette structure très légère, Buckminster Fuller, Frey à Munich, etc., ils ont été inspirés à nouveau. On peut toujours être inspiré, même dans les phases d'architecture contemporaine, même dans le sens architectural, de cette très grande génie créatif qu'on peut faire des structures assez légères et bouger sur le territoire. On n'a pas besoin alors, le chapitre, c'est pour ça l'anthropologue, je lui demandais de parler des matériaux, des tissus, de comment les tissus on utilise. Je trouve qu'il faut toujours garder l'option d'être inspiré par des formes précédentes. Oui, en tout cas, donc, je continue à penser qu'il y a cette espèce d'espace vide entre les deux interventions, qui est au fond l'espace du discours architectural. Et alors, le deuxième entretien avec Zvi Efrat, alors lui, au contraire, est une espèce de saturation du discours architectural. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a mis les deux émissions en rapport, parce que non seulement il y a un contraste à l'intérieur de la première... D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi tu as mis les deux. Mais non seulement il y a un contraste donc, dans la première émission entre les deux personnes qui parlent, mais ensuite il y a un contraste encore plus fort peut-être entre la première émission et la deuxième. Parce que ce qui est frappant, c'est le côté extrêmement enthousiaste de Zvi Efrat, cette espèce d'hyper-discours sur l'architecture, comme une sorte de saturation du discours architectural. Et je ne sais pas ce que Anne et Jean-Philippe en pensent. J'en pense. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à ce que je pense, c'est que ça dépend comment on envisage l'architecture. Et moi, je la rattache assez bien au premier discours, celui de l'anthropologue sur la tente bédouine. C'est-à-dire que on essaie de considérer que l'architecture, c'est pas une matière en béton ou en tissu ou quelque chose. En fait, c'est des espaces. C'est essentiellement des espaces, c'est-à-dire des espaces à l'ombre, éclairés, chauds, froids, petits, hauts, bas, etc., qui se succèdent, qui créent des pièces les unes à côté des autres et qui s'accrochent les unes aux autres et qui ensuite s'accrochent à d'autres espaces qui sont des espaces extérieurs, qui peuvent être un escalier ou qui peuvent être une rue ou qui peuvent être le désert.
Donc c'est tous ces espaces qui fabriquent l'architecture. Et ces espaces sont habités par des gens. On n'habite jamais dans le béton ou dans l'acier ou dans la mousse polyuréthane, on habite dans cet espace-là. Et donc l'architecture, au final, c'est cette relation, cette accroche entre tous ces espaces. C'est ça qui effectivement nous intéresse, et d'expliquer l'architecture comme ça. Donc ça ne se limite pas à une maison, c'est une maison dans le désert, parce que le désert est autant la maison que la maison où on est à l'ombre, et c'est ces relations-là qui sont intéressantes. Voilà. Donc du coup, on évite la question de la forme ou du volume. Non, tout se relie, et il suit précisément l'habitant qui bouge, qui passe du dedans au dehors. Et le temps que j'ai passé en Afrique m'a bien montré ça, hein, c'est-à-dire par exemple la hutte en terre dans le nord du Sahara, c'est pas une maison, parce qu'en réalité c'est une construction en terre qui se chauffe par le soleil et qui permet la nuit, quand il fait froid dehors, de rentrer dedans pour être au chaud. Et ça sert qu'à ça, parce que le reste du temps, on est à l'ombre d'un arbre ou on est à nomadiser autour du temps. Donc la maison n'est pas cette construction en terre. La maison, c'est le désert et puis un endroit où on est au chaud la nuit. Oui, moi, effectivement, bon, c'est un peu un cours en fait qui permet de comprendre un peu mieux, enfin, notamment la relation avec l'importation de l'architecture moderne et la façon dont elle a été, comme on dit, pas détournée, mais distordue ou pour s'adapter à des questions climatiques. Moi, je trouve que ce qui aurait été peut-être plus en relation, c'est le film sur Beersheba. Et parce que précisément, peut-être en complémentarité vous disiez, il n'y avait rien entre les deux finalement, entre le planificateur et l'anthropologue, entre l'habitat des Bédouins et la ville très planifiée, mais il y a quand même des choses, et précisément dans le film de Beersheba, on voit dans cette ville nouvelle en fait qui a été construite dans le sud du pays, que des architectes ont travaillé sur des formes d'habitat social, ou qui sont vraiment extrêmement intéressantes. Monsieur Zolotov, qui très vieux monsieur, hein, qui parle et qui effectivement, j'ai visité des habitations qu'il a fait dans la ville et qui sont franchement extraordinaires, parce que il explique parfaitement cette idée de cette ouverture, de la légèreté, même s'il y a des murs qui sont construits, mais il y a une considération déjà pour ce que vous disiez sur le collectif, la façon dont les gens parce que là pour le coup c'est pas des habitats séparés, mais il y a des espèces de rues couvertes, et les habitations donnent sur cette rue couverte, avec après de l'autre côté une partie plus privative, et donc on y retrouve il le dit très bien d'ailleurs, non plus une idée de pièce, mais un enchaînement d'espaces qui tient compte de cette façon de rencontrer le collectif, de la façon dont on peut vivre à l'intérieur du climat. Donc il y a eu quand même énormément d'architectes, enfin énormément je ne sais pas, mais en tout cas il y en a eu beaucoup qui ont travaillé sur des formes très, très intéressantes, des formes intermédiaires, donc peut-être qu'on connaît moins, et qui vraisemblablement ne perdurent pas, parce que cet architecte il dit même à la fin qu'aujourd'hui ce qu'il voit ne l'intéresse plus, parce que c'est du concept, c'est de l'objet, et alors que eux travaillaient beaucoup plus sur cette notion de qualité de vie et de liberté. Donc on verra plus tard cette émission. Mais la question du discours architectural quand même me paraît intéressante, parce que ces émissions de télévision, c'est fait pour la télévision, ont des objets que tu as choisis,
le choix d'objet, c'est important, enfin objet ou sujet, n'importe. Mais tu as choisi aussi des personnes. Hein, et comme je le disais d'ailleurs vendredi dernier, c'est une galerie de portraits assez formidable quand on voit l'ensemble. C'est des gens très différents, c'est des manières de parler, de manières de s'exprimer extrêmement différentes. Et là, je trouve qu'il y a 3 personnes là, qui parlent, qui sont extraordinairement différentes. Et le discours architectural arrive avec Zvi Efrat, et c'est vraiment un discours. D'ailleurs, il le revendique. Alors, le discours au sens, pas au sens de la rhétorique, mais bon, dans un sens un peu plus moderne, mais dans les faits, lui, il tient un discours aussi avec beaucoup d'enthousiasme, une espèce de sens du jeu, avec l'histoire, etc., qui peut être un peu agaçant d'ailleurs, mais qui est significatif d'un certain mode d'approche de l'architecture qui est finalement relativement en décalage par rapport à ce que vous dites et aux questions posées dans la première émission. Et je dois dire que je suis personnellement très intéressé de faire surgir ce décalage, de le faire voir, de faire sentir justement ces problèmes de discours, de décalage des discours, du fait qu'un discours architectural historique, voire historiciste, a très peu de prise sur les problématiques comme celles que vous mettez en avant. Et puis après, j'ai une question toute simple pour toi. Bon, merci. Non, c'est-à-dire, tu sais, à partir des différents films, moi j'ai envie de casser une idée trop monolithique de ce pays. Parce qu'elle n'est pas monolithique. Parce qu'il y a des courants différents, contradictoires, des gens très ouverts, des gens très fermés, des extrêmes nationalistes, des ultra-orthodoxes, mais des gens très modérés, etc. Et tout ça existe, tout ce tissu existe. Et cette série, comme tu dis, l'aspect portrait, c'est pour montrer effectivement la série de portraits qui répondent à ce projet dans le sens plus large qui existe aussi dans les films que j'ai fait, Kadosh, Kedma, Free Zone, etc. Alors, ça, c'est un projet que j'avais depuis toujours. C'est pour ça, d'ailleurs, dans les cinémas que j'ai fait, j'ai construit des trilogies, et même les trilogies de villes, de Varim, Yom Yom, Kadosh. C'est exactement pour attaquer une idée trop monolithique, pour éviter l'exotisme de la société israélienne qui est tellement médiatisée, et de refuser cette proposition, de dire, voilà, alors, comme architecte, alors on sait très bien qu'on ne peut pas faire une table, le minimum, il faut 3 pieds, sinon les tables tombent. Alors j'ai construit une série de tables, une série de trilogies avec 3 pieds chacun, pour effectivement casser cette chose trop hermétique, trop linéaire de perception de ce territoire. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, les choses que tu dis. D'ailleurs, je trouve que c'est pas si simple, c'est-à-dire, on peut dire qu'Israël, c'est un projet architectural complet, comme dit Zvi Efrat, mais on peut dire aussi que c'est de plusieurs couches, c'est plutôt une sorte de site archéologique ouvert, dans lequel il y a des vecteurs et des tendances variées, et c'est pas si simple, c'est-à-dire, c'est vrai que en 1949, Golda Meir nommait Ariel Sharon comme l'architecte qui a fait le master plan d'Israël. Ariel Sharon, il a pris les choses assez simplistes qui étaient à la fois articulées par Kristaller, mais par des autres, des hiérarchies de villes, de grandes villes, les villes de développement, les zones rurales, etc. Mais tant pis, par exemple, le kibbutz a refusé cette schéma. Et si on regarde les structures urbanistiques d'Israël, le kibbutz, il n'a pas rempli son rôle, on peut dire. Il n'a pas joué le jeu. Il a dit non. Nous, on est en avant-garde. On ne considère pas qu'on a un petit communauté rurale pour cultiver les tomates. On veut avoir un impact sur le centre. On veut voir à une certaine époque, moitié des ministres dans le cabinet israélien étaient membres de kibbutz, que je trouvais complètement intéressant parce que le week-end, ils sont allés avec les chauffeurs de service pour faire la vaisselle dans le kibbutz. Et le kibbutz, il a obligé de faire cette démarche. C'est-à-dire, le kibbutz a refusé, dans quelque façon, et c'est ça quelque chose qui est toujours fascinant avec
organisme humain, puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné, il y a une sorte de rébellion contre l'architecture et contre l'urbanisme. C'est ce moment-là qui est très intéressant. Il y a plusieurs rébellions de cette nature. Mais maintenant, je vais à ta question simple. Je vais y arriver, mais d'abord j'ai une question pour Anne et Jean-Philippe. Vous connaissez un peu Israël? Vous êtes allé là-bas? Moi, j'y suis allée une fois, 3 jours, oui. Et puis c'est vrai que c'est pas beaucoup. Oui. Mais non, parce que je voulais vous demander si vous connaissiez ou si vous étiez intéressé à cette histoire, ce que vous pensiez de ce récit historique là, qui nous est proposé. Donc le sud du pays, donc mais une journée. Oui. Mais on voit beaucoup de choses en 3 jours aussi. Oui, non, mais parce que là, on a un discours historique, hein, on a une histoire de l'architecture et une thèse centrale qui sont discutables, comme tu viens de commencer de le faire. Mais ma question plus simple, c'est, parce que je ne sais pas si on pourra rentrer vraiment dans la discussion sur ce discours, mais ma question plus simple, c'est que penses-tu de ce que disait Efrat de ton père? Parce que quand même, il parle à un moment donné de ton père et il le situe par rapport à 2 autres architectes, du côté un peu de l'esthétique. Il dit qu'au fond, ton père, de tous ces architectes, c'est celui qui était resté européen, qui avait participé au projet, mais avec des réserves. Ce que je trouve d'ailleurs intéressant comme idée, mais il met ces réserves, ou cette distance en quelque sorte, en rapport avec une sorte de position esthétique ou esthétisante. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que personnellement, je n'ai pas tout à fait constaté cela en visitant l'architecture de Munio Weinrauch. J'ai constaté une grande attention aux formes, certes, mais pas une attitude esthétisante, dont je ne vois pas trop de quoi il s'agit. Non, c'est effectivement la semaine dernière, l'analyse de Patrick Bouchon sur Munio, je trouvais qu'elle était très, très précise. C'est-à-dire qu'à la fois, il était formé, indoctriné, d'ailleurs par des courants opposés dans le Bauhaus. Il était, parce que beaucoup parlent du fait qu'il a travaillé chez Mies van der Rohe, mais aussi il était très proche à Hannes Meyer, qui est l'opposé de Mies van der Rohe, on peut dire, parce que Hannes Meyer était presque purement antiformaliste et sur l'aspect social d'architecture. Munio est senti très proche, et Hannes Meyer, d'ailleurs on a parlé longuement la semaine dernière, c'est une des raisons qu'il n'est pas allé à New York avec Mies van der Rohe, mais il était allé en Palestine pour dessiner des kibbutz. C'est-à-dire, on peut dire que c'est l'héritage de Hannes Meyer. Alors, je vais continuer dans ce sens parce que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, l'aspect intéressant chez Munio maintenant avec les 43 ans qu'il est mort, il était très jeune, Munio. Alors, avec les perspectives, avec tout le grand travail qu'on a fait sur l'archive et de re-regarder, et aussi avec quelques promenades qu'on a fait tous les deux. Je me souviens un jour à Haïfa, et tu avais une idée très précise qui m'a beaucoup intéressé, comme tu m'as expliqué une certaine courbe d'un building très simple qu'il a fait pour les syndicats, qui n'est pas un building spectaculaire du tout, mais je me souviens jusqu'à aujourd'hui, on était dans les milieux de la rue, et tu m'as montré certaines choses que je n'ai pas vues jusqu'à ce moment-là d'architecture de Munio. C'est-à-dire qu'il y a une énorme modestie, et je trouve que c'est le bon rapport d'architectes, de grands architectes qui aiment leur travail. C'est une sorte de presque out of respect pour cette milieu, et une modestie, pas un show-off simpliste, et de vrai intérêt, comment on peut configurer avec les sites, parce qu'on a parlé tous les deux souvent des sites de Haïfa, avec cette configuration sociale, comment on peut aller plus loin, comment l'architecture elle peut effectivement pas être passéiste, elle peut dessiner, comme Anne l'a dit, et je suis complètement d'accord sur ce projet fabuleux de Zolotov, d'ailleurs élève de Munio à Beersheva. Ils ont été très, très amis, ils ont fait un voyage ensemble à Japon. Alors, moi je trouve et c'est d'ailleurs là où il n'est pas tort, c'est-à-dire Munio, il a resté très bref. Il était le chef des services d'architecture des nouvel État, mais il n'a pas resté très long, parce que Golda Meir a demandé, et Sharon a accepté, mais Munio a refusé, qu'il va avoir les cartes des partis. Il faut qu'il soit membre des partis. Et Munio a dit, moi je fais partie des partis d'architectes. Je ne suis pas un apparatchik
d'un parti. C'est-à-dire, il y a des projets qui me touchent, mais ce n'est pas dans l'ordre hiérarchique de Golda Meir, qui était ministre des Logements, que je vais faire les choses que je vais faire. Alors, il a refusé de prendre la carte des partis, malgré qu'il était à gauche, qu'il avait des sentiments vis-à-vis des mouvements travaillistes, etc. Mais alors, Ziefrat termine son discours sur des considérations, au fond, sociopolitiques, qui sont intéressantes, et il fait observer, enfin c'est toi qui lui pose la question de sur construisez votre maison, là, les suites, les conséquences de cette initiative gouvernementale, et il développe tout un propos sur le nationalisme, le développement du nationalisme aujourd'hui chez ceux qui ont profité de ce programme de construction. En s'étonnant que l'évolution ne se fasse pas du côté de l'individualisme, mais au contraire du côté d'idées collectives, d'idées nationales. Je m'étonne qu'il s'étonne, mais en même temps, cet étonnement, le sien, est significatif d'un pays où effectivement le poids des idéologies nationales est considérable et où effectivement on peut rêver de positions plus individuelles, ne serait-ce que pour se détacher de ce poids des idées nationales. Et là, je voudrais revenir sur ta propre histoire, parce que je pensais là, en l'entendant, mais enfin, cette pression nationale, ça fait quand même un bout de temps qu'elle existe, parce que quand tu as refusé de construire dans les années 70, elle existait déjà, et tu as refusé de participer justement à ce projet architectural dont il parle, ce projet national architectural auquel ton père a participé avec distance. Une distance qui, à mon avis, n'est pas esthétique, mais ça, c'est encore autre chose. Mais toi, en tout cas, très clairement, tu as refusé de participer à ce programme. Tu peux revenir là-dessus ? C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a des moments qu'un architecte qui comprend le métier, il aime le métier, et il faut qu'il refuse de faire l'architecture. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, parce que si l'architecture devient système de collabo très clair, il faut dire non. Alors, je vais faire des films ou je vais faire autre chose. C'est-à-dire, le moment que par exemple, tous les ministres, c'est accéléré depuis, le ministre des Logements, qui a fait le projet très intéressant de Zolotov dans les années 50, il est exclusivement, il construit dans le territoire occupé aujourd'hui, c'est-à-dire tous les budgets nationaux de construction d'État, il est un projet purement colonial. Il faut dire non. Il faut dire je ne fais pas. Bon. Alors la réponse est si tu ne fais pas, tu n'as pas de travail. Ok. Alors peut-être je vais trouver le cinéma comme un médium intéressant. Mais refuser de faire de l'architecture, c'est être architecte. Tout à fait. Non, c'est faire de l'architecture aussi. Complètement. C'est une réponse. Ça vous est arrivé ? Oui, oui. Oh, c'était un petit projet parce que ça n'a pas du tout la même ampleur que ce que tu racontes. C'est juste une petite place à Bordeaux, dans la banlieue de Bordeaux, sur lequel on nous demande dans cette volonté de sophistiquer un petit peu tout l'espace public, de faire un projet d'embellissement d'une petite place de Bordeaux, tranquille, personne n'avait rien demandé. Et finalement, on est allé sur place, on a passé du temps, on a interrogé les gens, et puis on a trouvé que la place était assez jolie, et au final, on a dit qu'il n'y avait rien à faire, et qu'elle était très bien comme ça. Et ils ont mis à insister parce qu'il fallait absolument que M. Juppé l'inaugure un de ces jours. Alors qu'on a retravaillé parce qu'on s'était quand même, on avait un petit peu, on se dit peut-être qu'on a laissé passer quelque chose, qu'on a oublié quelque chose. Et puis on est revenu et puis finalement on a revendiqué ce projet. C'est-à-dire qu'après 3 mois de travail intense, on a revendiqué le projet de ne rien faire. Et il a été accepté. Et c'est vrai que plus récemment aussi, il nous est souvent arrivé aussi de ne pas accepter notamment des projets d'habitation quand les demandes étaient trop éloignées par leur rigidité, par les cadres qu'on nous demandait, ou précisément ces distorsions entre la notion de façade et d'intérieur. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé de dire non parce qu'on ne souhaitait pas rentrer dans
même des discussions qui étaient aussi loin de ce qu'on... Quel est le rapport pour vous, peut-être que c'est une question trop théorique, mais le rapport entre normes et idéologie? Parce qu'en Israël, on peut très clairement dire non à une idéologie. En France, je suppose que si on est architecte, on dit non plutôt à des normes qu'à une idéologie. Ça peut arriver aussi, j'imagine, de se heurter à une idéologie. Mais enfin, il n'y a pas en France de pionniers délinquants. Comme en parle Julie Efrat. Par exemple, dans une opération de logement et de logement, on vous demande par exemple de faire des logements sociaux qui n'aient pas la même qualité que des logements pour des gens plus aisés. Donc on vous dit là, vous allez réduire les fenêtres, là vous allez réduire les balcons ou ne pas en mettre pour bien montrer que là c'est social et que là. Ça c'est quelque chose qu'on ne supporte pas, et donc on refuse de faire. La norme idéologique, c'est très proche. Voilà. Non, mais la notion d'idéologie ici, elle est plus insidieuse, quoi. Elle est pas. Bon, je pense que les normes sont un peu partout. Alors aujourd'hui, c'est vrai que là où on pourrait peut-être plus le rapprocher, c'est sur les normes environnementales, où effectivement tout ça passe sous une question de normes, mais en réalité c'est une idéologie qui est souvent très moralisante sur des solutions ou des idées sur l'écologie qui en réalité sont pas toujours très pertinentes, quoi. Donc là, ça rejoint aussi ces questions-là. Bon, c'est vrai qu'on peut... Mais je pense que quand on est architecte, un projet, ça commence toujours par des positions, des opinions. Et après, bien, on construit l'architecture aussi par rapport à ça. Donc c'est important pour nous de rester cohérents avec ça, quoi. Amos répète toujours il a un reproche comme ça à faire aux architectes contemporains. Hein, tu le répètes toujours, tu dis toujours que les architectes les plus en vue, les plus prospères, etc., se désintéressent complètement de la petite architecture, se désintéressent complètement du logement social, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est pas faux. C'est pas faux, non, mais je pense qu'en dehors des... c'est peut-être les architectes, mais c'est à tous les niveaux. Même dans un pays comme le nôtre, on voit bien quand même que quand on est sur des programmes publics, de musées, de théâtre, il n'y a absolument pas les mêmes exigences et même la même rigueur économique ou la même rigueur par rapport à l'argent public que quand on fait du logement. Donc je pense que c'est un ensemble en fait. Donc c'est vrai, je pense que... et puis, qu'est-ce que c'est que la petite architecture? Je ne sais pas, je pense que il faut comprendre l'architecture autrement et pas forcément non plus on peut être architecte sans bâtir aussi. Mais habiter aujourd'hui, je trouve que c'est la plus extraordinaire façon de faire de l'architecture aujourd'hui à notre époque. La question de fabriquer de l'habitation. Et fabriquer de l'habitation dans une société avec des questions d'économie, avec des questions de voir la façon dont aujourd'hui, en tant qu'architecte, on peut donner le maximum de luxe dans l'économie la plus maîtrisée et le maximum de générosité. En ce sens-là, c'est vrai que on a le sentiment qu'il y avait une générosité qui existait dans les années 60-70 dans l'architecture moderne qui n'existe plus aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces programmes de logement, ces programmes d'habitation, c'est les plus passionnants, c'est les plus intéressants. Pas seulement la maison, mais effectivement la maison ou le logement collectif et son prolongement, la façon dont effectivement on va trouver des équipements, des commerces, des services, des espaces de réunion en bas des logements, comment ça va se prolonger naturellement sur la rue ou sur un équipement public, sur une librairie, comment une place devient un espace habitable, comment un musée, comme un centre d'art devient un espace habitable, faire en sorte qu'en permanence la ville soit parcourue par des habitants, je trouve que c'est la façon la plus peut-être non monumentale de faire de l'architecture aujourd'hui. Planification à l'envers. Ouais. Pardon. Mais si je peux dire, il y a quelque chose de très intéressant dans le modèle israélien dans l'année 48-50, c'est-à-dire
Dans cette époque, Israël, la population d'Israël, qui est dans la guerre de 48, elle est seulement 600 000 personnes, elle est triplée. C'est-à-dire qu'il y a une énorme vague d'immigration de rescapés des camps. Il y a presque 500 ou 600 000 rescapés de toute l'Europe qui fuient vers Israël. Aussi une grande immigration de communautés juives des pays du Maghreb. Alors, entre 48 à fin 49, il y a à la place de 600 000, il y a 1,8 million. Qui est un phénomène assez exceptionnel. Et je crois que les choses qui est intéressante dans cette époque, et là naît effectivement ce projet qu'on aime tous les deux de Beersheba, mais aussi beaucoup des autres, c'est-à-dire que l'État comprend que pour générer du travail dans une grave période de chômage, etc., il faut lancer le logement. Et je crois que l'Europe actuellement, qui souffre de chômage très élevé, à la limite qu'il ne va pas augmenter l'investissement dans les cultures, bon, c'est triste, mais l'architecture et les logements, c'est un moteur formidable de lancer l'activité économique, de créativité, etc. Je suis étonné qu'il y ait quand même des gouvernements qui s'opposaient d'être très ouverts à toute cette question sociale, le chômage, parce que chaque jour, il nous fait de belles déclarations. Ils ne prennent pas ça comme un challenge. Ils disent, bon, OK, on réduit certains budgets, mais on va aller vers les créations de nouveaux environnements, de concepts modernes. Je crois que le travail que vous avez fait tous les deux, et c'est pour ça que je suis très content que vous êtes ici ce soir, effectivement sur les logements, que c'est mon fils Ben qui a alerté mon attention vis-à-vis de votre travail. Et je trouve que ça, c'est bien, c'est-à-dire que nous, on n'a plus le moyen de faire cette image spectaculaire, magnifique, qu'on met des dynamites, on explose des HLM. Non, on n'a pas le moyen, parce qu'on ne va pas mettre les gens dans la rue, même si c'est très beau visuellement. Alors, il faut que l'architecte, effectivement, trouve des solutions d'améliorer les conditions de cette série de blocs pas très agréables à vivre. Et c'est vraiment une mission, moi je trouve le plus urgent, c'est-à-dire énormément de problèmes sociaux, de cités, etc. Ils sont le produit de mauvaises architectures. Il faut être clair, il faut être honnête. L'architecture cynique qui a emballé, qui a fait une sorte de packaging d'un appartement trop petit et trop rigide pour des gens qui arrivaient de cultures variées, a produit aussi beaucoup de problèmes de cette nature. Alors il faut que l'architecture continue un dialogue ouvert. Il faut, à mon avis, c'est un bon projet. Alors, vous pouvez nous parler un peu justement de votre dernier projet là, de logement à Paris et dire un peu de quelle mesure vous pensez avoir apporté une réponse aux inquiétudes d'Amos. Je pense qu'une des... Ou les limites bien sûr de la réponse. Quelque chose qui me paraît vraiment important, c'est... on revient peut-être au premier film qu'on a vu, et au mouvement, au fait de bouger, et à la liberté. C'est-à-dire que le logement doit... La façon pour l'architecte de proposer des espaces habitables, ça doit fonctionner avec la liberté. Et la liberté qu'un habitant, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, pourra avoir d'utiliser un espace. Et de la possibilité, de la quantité de choix, de possibilités qu'il aura à l'intérieur de cet espace. Et par rapport à ça, il y a une question d'ouverture. C'est pour ça que la plupart de ces tours et bars qui effectivement ont donné des mauvaises conditions de vie, même si à une époque elles ont amené un grand plus par rapport à une situation, c'est qu'il y a une sorte de fermeture. Une fermeture sur laquelle pendant 30 ou 40 ans, personne n'a voulu essayer d'améliorer quoi que ce soit. Donc on a considéré des tours, des bars au loin, derrière des petites fenêtres, et on s'est dit les gens sont là, laissons. Donc après il y a eu d'autres problèmes, il n'y a pas que l'architecture, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de sous-emploi, de chômage, etc. Mais enfin globalement ils étaient derrière les fenêtres. Et je pense que ce qui est important, c'est de donner plus de place, donner plus de liberté et d'ouvrir. C'est pour ça que qu'on soit au 5e, 6e, 10e, 15e étage, la possibilité
de sortir de derrière sa fenêtre pour aller sur un jardin d'hiver, pour aller ensuite sur un balcon, pour avoir un contact avec le climat extérieur, pour avoir des différents filtres qu'on va pouvoir actionner plus ou moins, se fermer, s'ouvrir, se filtrer, s'opacifier, intimiser l'espace. Tout ça, c'est essentiel. Donc, l'idée de ce projet, c'était juste de donner ça en plus, c'est-à-dire autour d'une tour qui était enfermée par des panneaux de fibrociment et d'amiante-ciment, avec des fenêtres de plus en plus petites. C'est finalement de dire il y a 3 mètres ou 3,50 mètres d'espace en plus tout autour qu'on doit donner aux gens. Et c'est important, ça change complètement l'espace. Par exemple, un appartement qui fait un T4, on rentre, on a une entrée, on a un petit séjour, et puis on a un couloir qui part et qui va distribuer 1, 2, 3 chambres. Et on va à chacune de ces chambres, on ouvre la porte, et puis au fond, il y a une chambre, un lit au minimum, et une fenêtre, et puis c'est bloqué. En donnant un jardin d'hiver, un balcon supplémentaire, toutes ces chambres ont une issue. C'est-à-dire que finalement, on peut prendre le même couloir, mais on peut sortir par la porte-fenêtre, rentrer dans le jardin d'hiver et refaire le tour et revenir par le séjour. C'est-à-dire, c'est de la liberté. C'est de la liberté de mouvement, c'est de la liberté de choix, de la liberté de possibilité. Les gens, après, ils en font ce qu'ils veulent, ils se ferment, ils s'ouvrent plus ou moins, ils mettent des plantes ou ils n'en mettent pas, ou ils mettent des chaises longues ou pas. Je trouve que c'est incroyable qu'aujourd'hui, à l'époque où on est, y compris par rapport à des exemples qu'on a. Moi, je vais souvent à Berlin dans les années 50, à Hansa Viertel, où il y a tous les projets de Scharoun, de Gropius. Aujourd'hui, on a rétréci cet espace de liberté. Aujourd'hui, on fait des boîtes de plus en plus petites et des fenêtres de plus en plus petites sous prétexte d'isoler, d'économie d'énergie, etc. Alors qu'on sait très bien que finalement, on peut résoudre ces problèmes de façon tout à fait différente. Donc le projet à Paris dont vous parlez, c'est exactement celui-là. Essayer en toute situation de donner de la liberté, que ce soit avec des logements neufs ou que ce soit avec des logements existants, en trouvant les solutions les plus économiques qui font qu'à partir de quelque chose que tout le monde n'aime, que personne n'aime, finalement, d'arriver à le transformer pour donner une autre possibilité, une autre liberté. Oui, donc on va peut-être se tourner vers le public, parce qu'il est 9h. Si vous avez des remarques, des questions. Oui, je vous ai vu. Oui. Je voudrais vous poser une question, enfin, un peu plus ample que ce à quoi je pensais au début, par rapport à ce que vous avez dit pour le premier film, Les Bédouins. Je voudrais... D'abord, vous avez dit que votre film n'est pas nickel. Or, je trouve qu'il manque des choses dans votre film, justement. Notamment, il n'y a rien sur les lieux de culte. Les Bédouins, qu'est-ce qu'ils sont comme religion? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'ils parlent comme langue? On ne le sait pas. D'autre part, les Druzes, est-ce que ce sont des Bédouins? J'aimerais le savoir. Enfin, troisième question qui est en rapport avec ce que vous avez dit. D'abord, quelle est la démographie des Druzes? Est-ce qu'ils ont beaucoup d'enfants? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Tout ça, ça conditionne beaucoup de choses. Et enfin, la dernière question, c'est de savoir si le système qui s'est posé avec l'arrivée massive des Fellahchas d'Éthiopie, qui sont une population éminemment migrante, comment ça a été résolu? Merci. Mais si on reste jusqu'à 11h, on peut... Non, parce que les Druzes, d'abord, ce n'est pas des Bédouins, parce que vous avez évoqué les Druzes. Les Druzes, ils sont sédentaires, c'est des... cultivent la terre, sont paysans. Ils sont situés plutôt dans le sud du Liban, en partie en Syrie et dans le nord d'Israël. Sur le Carmel, il y a plusieurs villages druzes. Les Druzes, ils sont une sorte de fourchette d'islam, mais on ne va pas faire ce soir. Et les Bédouins, ils sont aussi musulmans. Le lieu de culte, ça touche un peu le premier chapitre qui était montré la semaine dernière, comme on a parlé des concepts de shrines dans les textes bibliques, les temples, qui est une structure statique, dans l'époque du nomadisme, c'est-à-dire après l'exil d'Égypte,
C'est-à-dire le shrine était une tente, était nomade comme les tentes qu'on a vues aujourd'hui. Alors les Bédouins, de quelque façon, conservaient cette idée de shrine nomade. Et d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet ce soir, l'iconographie, si on regarde les photos des premiers pionniers juifs de fin du 19e, début du 20e, les références visuelles étaient les Bédouins. Alors ils ont été habillés avec des kafiyés, ils ont été avec des couteaux à côté, c'est-à-dire ils ont admiré Abraham, pour eux, il était Bédouin. Et d'ailleurs, il était Bédouin, parce qu'Abraham, c'est l'idée de nomadisme, c'est-à-dire il est parti de l'Irak d'aujourd'hui, de Mésopotamie, pour aller à Canaan. C'est-à-dire, alors la semaine dernière, on a parlé beaucoup de tout ce concept inscrit, registré dans les textes bibliques, qui parle des idées architecturales nomades comme concept. Et sur le Falacha, qui a encore une grande histoire, c'est-à-dire, moi je trouve qu'à la fois c'est émouvant, mais c'est aussi un grand drame. C'est-à-dire, il y avait des communautés juives partout. Et là, avec toute l'augmentation du communautarisme et aussi des menaces vis-à-vis de la communauté juive dans certains contextes, il y a un rassemblement. Alors, dans quelque façon, on perd cette variété. Je parlais même, comme j'ai montré, Gardaïa, qui était un très belle communauté juive dans les Mzab, dans le Sahara algérien, la ville que Le Corbusier il a visité. Et cette communauté elle est complètement partie avec la montée du nationalisme arabe. Et je crois que comme tous les processus de décolonisation, on peut parler une autre fois, si la décolonisation simplement elle est contente pour virer l'autre, il y a une perte. C'est-à-dire le fait que tous les pays du Maghreb ou l'Algérie elle a viré les assassins français, je comprends, qui sont pendus à la limite, ils méritent. Mais il y avait aussi des médecins, des intellectuels, des professeurs, des gens qui étaient vraiment français, que l'échange culturel avec l'Algérie, c'était profond, qui ont été en vie. De virer tous ces gens-là, de virer toutes les communautés juives, etc., pour rester en communauté pure, on voit le résultat, c'est toujours la matière parfaite pour l'intégrisme. Et ça, pour moi, ça, c'est ni l'indépendance ni la liberté. Parce que finalement, elle peut exploiter le pétrole algérien, même sans la présence d'Albert Camus en Algérie. Tu vois, ça ne dérange pas pour prendre les richesses naturelles. Alors, je trouve que toute cette question-là qui touche l'urbanisme, l'organisation d'espace, d'architecture, la décolonisation, ils sont liés, mais c'est des questions très vastes. Mais pour vous répondre, le fait que vous rapprochiez les nomades et les druzes est en soi intéressant, parce que ce sont effectivement deux cultures relativement marginales aujourd'hui en Israël et qui sont considérées comme telles. Et parfois d'ailleurs persécutées comme telles. Mais ça, on ne va pas en parler ce soir. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la question du nomadisme, je pense que vous avez raison de demander des précisions. Il faut toujours demander des précisions en ce qui concerne la vie nomade, parce que nous vivons dans pour le coup, une idéologie qui met constamment en avant une sorte d'idéal nomade, comme ça, qui est une espèce de chose journalistique absolument floue, qui est particulièrement problématique à mes yeux. Cette sorte d'idéal comme ça d'une mobilité qui serait une espèce de reprise dans le post-capitalisme ou le capitalisme dans sa phase accompli d'un idéal nomade, révolu, etc., etc. Et donc je crois qu'il faut absolument résister à ça. Et effectivement, quand on parle de nomade, être très 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 précis, très particulier, et ne pas se livrer à ces espèces de spéculation comme ça sur une espèce d'être nomade universel, intemporel, etc., etc. Ou au contraire hyper actuel, postmoderne, etc., etc. Alors, oui, enfin, non, je m'arrête là, pardon. Non, mais c'était très bien au début du premier film, c'est-à-dire qu'effectivement, immédiatement, la réponse était mais il y a des Bédouins du Sud, il y a des Bédouins d'ici, il y a des Bédouins d'ici. Voilà. Et ça, c'est vrai. Moi, je m'étais au Niger, il y avait les Touaregs de l'Aïr.
Zaïre, les Touaregs du sud, il y avait les Peuls Bororo qui avaient un territoire encore beaucoup plus immense. Et effectivement, chaque fois, c'était des choses très précises. La précision, je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Surtout, enfin, c'est une des questions sur lesquelles il est vraiment essentiel de ne pas se payer de mots, comme on dit. Hein Bonsoir. J'étais en Israël il y a 3 ans à peu près avec des gens qui habitaient à Jérusalem et on se promenait dans la ville et ils me disaient tiens là c'est un village arabe, ensuite on passe à des habitations israéliennes, de nouveau il y a un village arabe. Personnellement j'y comprenais pas grand chose, on savait plus, enfin il y avait un mélange, une imbrication de ces habitations et j'y suis retourné il y a quelques mois et j'ai l'impression que l'espace a été comblé. Déjà on voit de moins en moins, je parle de Jérusalem, hein, il y a de moins en moins de verdure, de moins en moins d'arbres, on ne voit, il n'y a plus que du construit, c'est énormément construit et je me dis que ces quartiers arabes, je ne sais pas comment on peut les appeler, sont complètement étouffés, complètement entourés. Je ne sais pas ce que ça peut donner dans l'avenir, si vous voulez, le fait que ces noyaux d'habitation arabes soient complètement, vous voyez ce que je veux dire, cernés par... enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à envisager, je ne sais pas dans l'avenir ce que ça va donner, ce panorama qu'on voit, comment ça va évoluer, ce que ça va donner, je ne sais pas, je vous pose la question. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Inch'Allah. Non, je ne sais pas, moi je ne peux pas dessiner l'avenir. De toute façon, le Moyen-Orient, il change chaque soir presque. C'est, comme je dis, c'est boulimique et volcanique. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas en réalité si déjà établi comme Europe. Alors, à la fois, il faut regarder tout ce processus exprimé d'opinion et aussi d'opinion critique. En même temps, on ne peut pas être déterministe parce qu'il y a des courants, des contre-courants. La chose que vous avez décrite est vraie. Dans quelque façon, je crois que dans le sens large, tout cet aspect-là que vous décrivez, elle a contribué à certaines choses. Parce que je suis un peu de demande d'être positive. Alors, je crois que maintenant, les partis rivales, ils sont au courant que les autres existent. C'est déjà pas mal. Parce que s'il ouvre la fenêtre, celui-là ou l'autre, il est là, il est visible, il est là. Alors on ne peut plus dire, comme on a dit il y a 30 ans ou 35 ans, non, on va regarder de l'autre côté, il n'y a pas. Non, il existe, il est là, on ne peut pas éviter. Alors il faut bouger maintenant, il faut trouver des tissus de coexistence, de dialogue, parce qu'on ne peut plus débarrasser de l'autre. Et je crois que c'est un point de départ intéressant. Alors, est-ce qu'à la fois, il a une vraie évolution, on peut dire, positive dans les consciences, mais il y a un vrai retour arrière politiquement, c'est-à-dire politiquement, c'est plus figé, c'est plus nationaliste, plus impuissant de faire des pas à venir, malgré que les gens ils sont au courant qu'il faut faire quelque chose. Et le mur, vous pensez qu'il va rester, le mur ? C'est-à-dire, moi je pense qu'on connaît à Europe un mur qui existait, il n'est plus là, alors on peut descendre le mur aussi. Tu vois. Je crois que Gila, elle était très patiente. Là. Merci. Je voulais simplement dire quelque chose. Je suis juive allemande et je voulais mettre en 2 phrases le mouvement Bauhaus dans son contexte historique. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces architectes ont quitté l'Allemagne dans les années 30, qu'ils étaient des exilés et qu'ils ont quitté une Allemagne où on brûlait des livres, où on considérait leur courant comme entartet, dégénéré, et qu'ils ont quitté l'Allemagne, pas seulement avec leurs idées d'architecture, mais aussi avec leurs valeurs humanistes et aussi avec leur bibliothèque. Et ils ont quitté cette Allemagne, ils sont allés en exil avec l'intime conviction que derrière eux, il n'y aura rien, qu'ils amènent donc
l'Europe en quelque sorte avec eux. Et c'est pour ça que cette architecture, et pas seulement quand on regarde, parce que vous avez tout à l'heure parlé de l'espace, mais quand on regarde cette architecture, elle encapsule en elle, si vous voulez, des idées, des lumières et aussi des idées de l'humanisme européen, parce qu'ils savaient pertinemment que ça sera fini en Europe et surtout en Allemagne. Donc ces architectes, d'une quelque sorte, sont aussi des grands conservateurs de quelque chose, d'une idée qui a cessé d'exister, si vous voulez, ou qui a une cassure civilisationnaire en Europe. Et c'est ça aussi leur grandeur. Donc on ne peut pas seulement les juger d'une manière esthétique ou architecturale, ce que vous avez fait. Il faut surtout les voir dans leur contexte historique et voir dans cette sorte d'architecture, même une architecture éthique. C'est-à-dire, je suis d'accord, sauf le terme que tu as appliqué, qu'il pensait que c'est fini. Comme mon père, c'est un de ces juifs allemands qui est arrivé en Palestine, il n'a pas pensé que c'est fini. Et d'ailleurs, je crois que la grande tristesse, ou le grand drame, je ne parle pas de liquidation d'une partie de son famille dans le camp d'extermination, mais aussi c'est comme l'intimité entre les communautés juives allemandes et les Allemands était le plus grande, beaucoup plus important qu'en France, par exemple. Ça a été un tissu beaucoup plus intégral de la culture allemande. C'est-à-dire, on ne peut pas penser même de la culture allemande à partir au début du XXe, sans Einstein, sans Freud, sans Marx, sans les peintres, les écrivains, Dublin, etc. C'est-à-dire ils ont été un parti beaucoup plus intégral. Là, la rupture était violente. C'est-à-dire, moi, je me souviens même mon père, qui était en train d'aller dans l'appartement chez nous à Haïfa, et parlait à lui-même Hochdeutsch, parce il a manqué les sonorités de cette langue. Alors, c'est-à-dire, il y a personne, moi je n'ai pas parlé Hochdeutsch, et lui, il était envie d'écouter la sonorité de cette langue. Et je crois, pour revenir à l'architecture, question qu'on a évoquée quand même, c'est-à-dire il n'y avait pas un méprise de cet architecte, et ça c'est l'héritage de Bauhaus vraiment, vis-à-vis l'échelle. C'est-à-dire Mugno, et on a parlé beaucoup avec cette très belle expo que Jean-François et Elia ils ont fait à Madrid, à Reina Sofia, et de Yad Vashem. Mugno était le premier dessinateur de Yad Vashem. Tout de suite, c'est presque terrifiant. À 42, là, il y avait mais si on demande Mugno de dessiner un petit stand pour les vélos sur la plage des petites communautés de Bat Galim, il a trouvé que dessiner un stand pour les vélos, etc., c'est un projet très intéressant. On va de croquis très détaillés, comment on va prendre le métal, comment on va les plier, etc. C'est-à-dire cet grand amour au travail dans l'architecture, pas strictement sur la grande échelle, mais aussi dans les détails de fabrication. Ça, je trouve vraiment émouvant. Et ça, c'est vraiment partie de cette culture de Bauhaus. Puisqu'on nous autorise à parler davantage du Bauhaus, j'ai été frappé par une mention dans votre précédente exposition au Palais de Tokyo de l'épisode où Mies van der Rohe a demandé à votre père d'oublier son inscription au Bauhaus. J'ai vécu personnellement un contact avec Gropius qui disait que Mies van der Rohe was the wrong man, they took the wrong man, quand il a pris Chicago. Et en effet, il se haïssait cordialement. Alors, ceci pour rappeler que le Bauhaus était multiple, mais j'aimerais quand même, si ce n'est pas indiscret, savoir si mon admiration pour Mies van der Rohe doit être tempérée par l'épisode de votre père. Est-ce qu'il s'est comporté mal? Est-ce que c'était du pragmatisme?
inévitable. L'épisode de Miss vis-à-vis de mon père, elle est très, très intéressant et très contradictoire. Alors, Miss, il y avait une époque grise dans laquelle il a essayé de faire plaisir aux nazis. Il a même fait il avait un projet qu'il a dessiné le quartier général du parti nazi à Munich. Moi, je dis souvent que, comme pour les grandes chances de Miss, les nazis ont eu de très mauvais goût, alors ils ont refusé son projet. Et comme ça, il est sauvé pour notre histoire d'architecture. Mais lui, il a essayé de travailler avec les nazis. Il a, effectivement, vis-à-vis de mon père, alors Miss, il a accepté, sous la pression des nazis, de virer des étudiants juifs et socialistes. Et mon père était un de ces étudiants qui était viré de Bauhaus pour un semestre. Et d'ailleurs, dans le film Lullaby to My Father, qui si vous avez Patrick Bouchon, il va introduire à la Cinémathèque française le 17, mardi, là. Il y a un ami de mon père qui parle comment Muñoz, il était actif pour militer effectivement, malgré tous les risques, contre ce début du nazisme, début des années 30. Alors, Miss, il a viré mon père, comme il était nommé directeur de Bauhaus d'école, mais comme il a considéré que c'est un garçon de talent, il l'a repris pour travailler dans son agence à Berlin. Alors, il était absent à certaines époques. Il a raté ses études au Bauhaus, mais il a travaillé chez Miss. Alors, moi, je trouve que c'est... Et d'ailleurs, la dame, pour fermer il y a deux actrices qui présentent le texte au début de ces deux chapitres. Il y a Ella Bekassis, qui l'a fait avec Marc Kadosh, etc. Et le deuxième, c'est Hannah Maron, qui est une très grande dame de théâtre israélien, mais elle a joué chez Fritz Lang, M. Elle est la petite fille d'un M. le Maudit. Et moi, je t'invite à le rendre hommage, d'abord parce qu'elle lit d'une façon fabuleuse ce texte de Shabtai, pour boucler les boucles, c'est-à-dire un texte qui parle, c'est cette femme qui était la petite fille chez Fritz Lang, qui après ses parents fuient l'Allemand vers Paris. Et là, il y avait une division en 1935. Son père, il dit que maintenant, il faut quitter l'Europe et aller vers la Palestine. Et sa mère, elle dit, vous avez détruit la carrière de notre fille. Alors, c'est elle qui m'a raconté. Alors, je trouve c'est ça qui est fabuleux, effectivement, qu'il y a toute cette couche d'histoire. Et le cinéma, il peut rendre hommage à cette série de sites humains. Ouais. On va peut-être pouvoir s'arrêter sur cet hommage à la petite fille de M, le maudit. Et de toute façon, on reprendra on a encore 2 séances pour reprendre toutes ces questions d'architecture et d'idéologie.